De Silence et de loup de Patrice Guinche et Albin Michel. 7 janvier 2019. Spaciment. Enfin il neige. Il vente un air vif et froid. L'été avait fauché l'automne et semblait déterminé à poursuivre sa moisson avec l'hiver. Un été trop chaud, trop enflammé, trop enjôleur, presque obscène, qui rendait l'obscure froidure de l'ermitage difficile à supporter. Maintenant, tout est en harmonie. Le ciel, les murs nus et sointants, le silence total et l'abyssale solitude. C'est un lieu sans wifi, sans instruments de musique et sans courrier. Jamais autre chose que des articles découpés dans des journaux ayant trait à un événement majeur dans le monde, comme une catastrophe industrielle, un tsunami ou, plus récemment, l'intervention de Greta Thunberg à l'ONU, accompagnée d'un texte récapitulatif rédigé par un membre de la communauté. Ces missives ouvrent sur des sujets de réflexion théologique imposés par le prieur, comme « Greta est-elle par sa détermination à faire entendre sa parole aux puissants de ce monde, l'un des prophètes de notre temps, comme l'ont été dans l'Ancien Testament Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et Jean-Baptiste ». Le pli reçu par don Joseph et qu'il tient entre ses mains est beaucoup plus volumineux et d'une toute autre nature. Il lui a été remis par une femme qui l'a abordé lors du spaciment, la promenade hebdomadaire hors des murs du monastère. Elle est sortie d'un bosquet d'arbres et lui a flanqué le paquet dans les mains, tandis qu'il tentait de rabouter le lacet d'un de ses vieux brodequins en cuir. Elle a chuchoté. « C'est Anna qui vous l'envoie », avant de disparaître, aussi furtivement qu'elle était apparue. Don Joseph a été interloqué par cette brusque intrusion dans son érémitisme. Intrigué par son nom civil aussi, Sacha Liakovic, écrit sur l'enveloppe. Il y avait quelque temps déjà que plus personne ne l'appelait Sacha. Quand on entre au monastère, on abandonne tout. Son nom, sa famille, ses biens, son éventuelle fortune et ses amis. Il a glissé le pli sous sa tunique après s'être assuré qu'aucun moine ne soit dans le secteur. Anna est le prénom de sa sœur. Elle venait le voir les premières années de son noviciat, 2 fois l'an, lors des quelques heures que l'ordre autorise avec les proches sur les chemins forestiers situés à l'extérieur de l'enceinte du monastère. Pas même un repas à partager. Mais Anna ne s'était plus manifestée depuis près de 2 ans déjà. Il n'avait que la prière et la confiance qu'il place en Dieu pour l'espérer heureuse et en bonne santé. Son cœur battait à se rompre. La tête lui tournait. Il n'avait pas connu pareille émotion depuis bien longtemps. Pour la première fois, la promenade lui a semblé longue. Interminable est le mot juste. Lorsque la cloche du monastère a sonné, il a prestement levé la capuche de son scapulaire pour cacher son trouble et s'est dirigé vers la lourde porte de la Grande Chartreuse. 5 moines attendaient déjà en battant des pieds. Le bas de leur tunique était maculé de boue. Il a regardé la sienne. Sa promenade en forêt ne l'avait pas épargné. Les autres moines n'ont pas tardé. La porte s'est ouverte et ils sont entrés dans l'enceinte. Un autre monde. L'eau de la fontaine formait une stalactite au bout de chacune de ses 4 bouches. Les moines ont quitté leur godillot avant de poursuivre leur chemin dans le grand cloître. La pierre froide était désagréable sous les pieds nus. Il n'y avait que peu de temps avant les vêpres. Don Joseph s'est hâté de regagner sa cellule. Dans le silence, tenait sa faute, son entorse faite aux règles de vie cartusiennes. Il a sorti la large enveloppe, n'a pas osé l'ouvrir tout de suite. Il lui semblait qu'ainsi, tant qu'elle resterait fermée, sa faute ne serait pas consommée. C'est au retour des vêpres qu'il l'a décachetée, après avoir récupéré dans le guichet son repas préparé par les frères Convert. Il savait que rien ne viendrait troubler sa quiétude jusqu'aux matines, chanté à minuit, dans l'obscurité de la chapelle. C'est un carnet de voyage, avec une reliure en cuir craquelé comme celle d'un incunable. Il semble avoir traîné dans tous les recoins du monde avant d'arriver jusqu'à sa cellule. Sur la première page, en haut, à droite, il est écrit « Anna Liakovic. À Zora, ma belette, elle était mon ventricule droit, et à Romane, le gauche. » Puis dessous, d'une écriture moins agile, à Sacha aussi, pour qu'il sache que l'érémitisme n'est pas la voie du salut éternel. Sacha esquisse un sourire, mais il ne sait pas bien comment il doit interpréter cette phrase. Sa sœur n'a jamais compris son engagement dans les ordres. Elle ne le pourra jamais. Lui-même n'y était pas préparé. Il feuillette le manuscrit et en lit une page au hasard. Dehors, il fait froid.
Un froid de loup, je suppose. Pas seulement parce que je le vois dans le cadre de la fenêtre qui fait face à mon couchage. Il reste là, le regard figé dans le silence et l'immensité vaporeuse de la toundra. Des sautes de vent blanc retroussent sa fourrure, mais il semble indifférent aux bourrasques glacées. Il tourne parfois la tête, brusquement, comme s'il quittait un songe, fixe la fenêtre, regarde derrière lui avant de reprendre sa pose. Il m'a conduite ici hier. Sans lui, je ne serais rien. Rien qu'un être inapte à la vie dans un désert froid. L'intelligence est partout en lui. Il est l'équilibre qui me manque. Je n'ai aucune idée de l'heure. J'espère avoir dormi suffisamment, mais je ne suis sûre de rien. Il peut aussi bien être 2 heures que 10. Hier soir, j'étais tellement heureuse d'avoir trouvé cette cabane. Euphorique presque. J'ai cru un instant voir la chance me tendre enfin la main. Mais je me suis vite rendue à l'évidence. Je ne sais pas où je me trouve, et cette baraque n'est rien d'autre qu'un tas de planches inhabitées, qui doit servir d'abri à des chasseurs de mammouths, autant que je puisse en juger, d'après le crâne et les ossements pachydermiques traînant partout autour. Rien de salvateur, rien qui puisse m'emporter hors d'ici. Juste de quoi me protéger quelques heures de l'abominable morsure du gel, du vent et des bêtes sauvages. Les hommes qui ont occupé cet abri sont partis il y a plusieurs semaines. Au début de l'automne, probablement. Pourtant, il a gardé leurs odeurs, l'écho de leurs voix aussi. Une rumeur qui s'étire sur le silence quand le vent s'essouffle. Ils ont fui avant que l'hiver ne s'installe et que la météo ne tourne au cauchemar. Je tremble, pas seulement à cause du froid. Je suis exténuée. J'ai la gorge en feu. J'ai égaré mon masque hier, un masque de protection du visage. L'air polaire me brûle les poumons. Mais il me faut repartir aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas trop de vent et pas de brume. Je me prépare à un sachet lyophilisé. Ça me prend un temps fou et me rend nerveuse. J'ai du mal à l'avaler. J'ai peur de ce qui s'annonce. Une peur qui entre en moi comme dans un moulin. Une peur qui broie mon cerveau et fouaille mes entrailles. J'aimerais me tromper. Mais entre le froid et mon état de fatigue, ça fait au moins 2 bonnes raisons pour que tout s'arrête là. J'ai des hauts le cœur. Je me sens mal. Je ne vais rien garder de ce que j'ai réussi à ingurgiter. En regardant la bouteille d'Évian achetée à l'aéroport de Lyon il y a plus de 3 mois maintenant, je mesure l'anachronisme de ma situation. Je suis seule, dans un des endroits les plus sauvages de la planète, un des plus isolés, avec pour voisin immédiat un loup et un ossuaire préhistorique. Ma belette, tu me manques affreusement. Je ne pensais jamais avoir à te dire cela un jour, encore moins le ressentir au fond de moi jusqu'à en avoir la nausée, parce que je ne t'ai jamais imaginé ailleurs que dans mes bras. Je dois te demander pardon pour tout ce que je n'ai pas su voir, pas su entendre. Pardon pour mon aveuglement, pour toutes mes promesses non tenues, pour mes mouvements d'humeur. Je n'ai pas su te protéger. L'impensable s'échafaude en moi comme le crime dans les esprits pervers et déviants. Sauras-tu me pardonner? Je rumine les moments passés près de toi, contre toi, chacune dans la chaleur de l'autre. J'ai peur de la nuit et ici elle est sans fin. Une nuit qui taraude l'esprit, le perce de multiples trous pour le vider de sa substance. Qui sait ce que je serai devenue quand le soleil se lèvera? Je te reviens, Zora. Prends la main de Romane et guettez-moi. Sacha referme le carnet. Les larmes coulent sur ses joues. Une douleur vient de naître quelque part entre ses omoplates. Des années que cela ne lui était plus arrivé. Il sait ce qu'elle signifie. Par la fenêtre, dans la maigre lueur crépusculaire, il observe des corneilles qui se chamaillent sur le mur d'enceinte du monastère. Cela n'aurait jamais dû arriver. Sacha allume sa lampe de travail et observe son cubiculum. C'est une pièce tout en bois avec un parquet qui grince, un lit simple et une table de travail face à une fenêtre donnant sur une petite cour intérieure. Elle resserre tout un tas de matériel destiné au jardinage et à l'entretien des bâtiments. Il tire la chaise glissée sous la table en pin, s'assied, rouvre le carnet et lisse la première page d'un revers de main.